Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un acteur soupçonné de meurtre. J'ai ouvert, et qui était là? Robert Blake. Une victime au passé peu recommandable. Elle avait de nombreux atouts. Et elle aimait le sexe. Quand on voit la vie qu'elle a menée, on se dit qu'elle devait avoir des ennemis dans tout le pays. Elle disait que si jamais elle était assassinée, elle deviendrait la célébrité qu'elle avait toujours rêvé d'être. Et une enquête qui fait la une de tous les médias. Les journaux ont titré « L'avocat de la victime promet d'effacer le sourire de Blake ». Et nous étions vraiment déterminés. Ça ressemblait à une nouvelle affaire O.J. Simpson. Et on sait que cette affaire a fait décoller les audiences des chaînes d'information. Un meurtre très hollywoodien qui révèle la face sordide de la célébrité. C'est tout de suite dans Crime en haute société. Nous sommes vendredi soir à Studio City et l'acteur Robert Blake, marié depuis 2 mois à Bonnie Beckley, emmène sa femme dans son restaurant préféré, le Vitello's. Beaucoup de gens du cinéma venaient dans mon restaurant. Robert Blake était un habitué et a donc créé une recette de fusillis à la Robert Blake. Blake se gare à 2 pâtés de maison du restaurant. Il aurait pu se garer derrière le restaurant, mais il ne l'a pas fait. Il se garait parfois derrière, mais pas toujours. Ils marchent donc jusqu'au Vitello's, ils entrent. Tout le monde le connaît. Il vient là depuis 20 ou 30 ans. Le couple s'assoit à la table habituelle de Blake et l'acteur présente sa nouvelle épouse au personnel et aux habitués. Vers 21h30, il quitte le Vitello's. 10 minutes plus tard, dans une maison proche du restaurant, le réalisateur Sean Stanek entend des bruits suspects. Quelqu'un cognait à ma porte et s'acharnait sur la sonnette. J'ai ouvert, et qui était là? Robert Blake. Il m'a dit « Aidez-moi !» Il était affolé, il avait les yeux grands ouverts et les pupilles dilatées. Pendant que Stanek appelle les secours, Blake lui dit que sa femme a été agressée et qu'il lui faut une ambulance. C'était de la folie, il était hystérique. Je lui ai dit de se calmer. On connaissait la rumeur comme quoi il était parfois violent et je me suis dit, il a peut-être tabassé sa femme. Et là, il panique. Get an ambulance here. Conscious? Is she conscious, Robert? No. She's not conscious. Is she breathing? Is she breathing? Yeah, they're coming, they're coming. Blake emmène Stanek jusqu'à sa voiture. Il m'a dit, je reviens. Je lui ai demandé où il allait et il m'a dit, je vais chercher de l'aide. Il est revenu complètement hystérique. Il a demandé s'il y avait un médecin dans le restaurant. Il a dit d'appeler la police et qu'il fallait une ambulance. Pendant ce temps, Stanek évalue les blessures de l'épouse de Blake. Sa nuque était trempée de sang. J'ai essayé de parler à Bonnie, de la faire réagir, mais ça n'a rien donné. Je lui ai demandé de serrer ma main, mais elle ne bougeait plus. Elle avait du sang plein la bouche et ses yeux étaient révulsés. On avait l'impression que la vie était en train de la quitter. C'est beaucoup plus grave que ce que pense Stanek. J'ai vu un impact de balle dans sa joue. Et je me suis dit, si elle ne survit pas, on aura affaire à un meurtre. Et à ses pieds, j'ai vu son sac à main.
Je me suis dit, ce n'est pas un vol si son sac est toujours là. Au moment où l'ambulance arrive, l'hystérie est à son comble. Robert Blake hurlait, il pleurait, il ne voulait pas s'approcher de la voiture. Je suis allé le voir et il était assis sur le trottoir, complètement paniqué. Et il s'est mis à vomir. J'essayais de le réconforter et il m'a demandé « Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est morte ?» J'ai trouvé ça bizarre comme question. Par la suite, plusieurs témoins ont dit qu'il avait l'air de jouer la comédie, qu'il en faisait des tonnes. Il tremblait violemment et il pleurait en faisant des sons bizarres. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune larme sur son visage. C'était comme s'il interprétait un rôle. Le quartier de Studio City est rempli de professionnels du cinéma. Mais même pour eux, ce scénario semble incroyable. Et ce n'est que le premier acte. Quand les policiers de North Hollywood ont vu que la victime était la femme d'un acteur, ils ont appelé la section homicide de la police qui se trouve au centre-ville de Los Angeles. Sous l'œil des caméras, l'acteur à bout de nerfs est interrogé par la police. Blake explique que Bonnie avait des ennemis. Il a dit qu'elle craignait que quelque chose lui arrive. Blake, qui a un permis de port d'armes, explique qu'il a enlevé son holster pendant le dîner et qu'il l'a oublié sous la table du restaurant. Bonnie et lui retournent à la voiture. Il s'assoit à côté conducteur et elle côté passager. Et là, il dit « Mon arme est toujours au restaurant, je l'ai oubliée là-bas. » Alors Blake retourne au Vitello's. Il rentre dans le restaurant par la porte de service. Il récupère son arme sous la table et il ressort. Blake prétend qu'au moment où il revient à la voiture, quelqu'un a tiré sur Bonnie. Et le flic lui dit « Attendez, vous avez une arme? Vous l'avez sur vous ?» Blake tend son arme, un Smith & Wesson calibre 38. J'étais sous le choc. Je me suis dit, ça ne peut pas être l'arme du crime. Il ne peut pas être idiot au point de sortir une arme encore fumante. C'est de la folie. Et immédiatement, le policier nous a séparés. Monsieur Stanek, écartez-vous. Et j'ai obéi. Les policiers se lancent à la recherche de preuves sur le lieu du crime, puis dans tout le quartier. Mais dès le départ, il semble qu'ils n'ont qu'un suspect en vue. Lorsqu'une personne est tuée dans un couple, 9 fois sur 10, elle l'a été par son conjoint. Mais le problème, c'est qu'en général, la police oublie cette 10e fois. Lorsque j'entends parler de l'affaire Blake, je suis à Monaco au procès pour homicide d'Edmond Safra. Au départ, je trouve l'affaire trop sordide. Mais je finirai par y devenir accro. Après une carrière en dents de scie, Robert Blake va enfin être sous les projecteurs pour la performance de sa vie. Dans les heures qui suivent le meurtre de l'épouse de Robert Blake, Bonnie Lee Beckley, les enquêteurs ont du mal à établir ce qui s'est passé dans cette rue sombre de Studio City. En découvrant cette affaire, les policiers ont su qu'ils allaient y passer beaucoup de temps parce que la femme d'un acteur venait d'être tuée. Ils savent 3 choses. 2 coups de feu ont été tirés à bout portant sur une femme. Son mari était comme par hasard absent pendant l'attaque, mais celui-ci était armé. Toute son histoire était dingue. En yiddish, il y a un mot pour ça, Michegas. C'était de la folie. Ça n'avait absolument aucun sens. Lorsqu'une femme est tuée et que ce n'est ni un vol ni un viol, alors on présume que c'est le mari ou le petit ami. Blake a déjà été accusé de violence domestique envers sa première femme. Et pour ne pas arranger son cas, les tests balistiques concluent que des résidus de poudre sont présents sur ses habits. Lors de l'enterrement de Bonnie quelques semaines plus tard, l'opinion publique est clairement hostile à l'ancienne star du petit écran. Tous les grands journaux télé du pays parlaient de cette affaire. La fascination du public pour le meurtre de Bonnie n'était pas explicable, mais elle était immense.
Robert a organisé un enterrement au cimetière de Forest Lawn. Il a invité la famille de Bonnie, mais ils ont refusé de venir. Je ne voulais pas me retrouver à côté de l'assassin de ma sœur. Le jour de l'enterrement, Blake tient dans ses bras Rosie, la fille qu'il a eue avec Beckley. À un moment, il a été dit que lorsqu'il a mis sa main sur le cercueil, c'était uniquement pour les médias. Mais pourquoi Robert Blake voudrait-il tuer sa nouvelle épouse? Pendant qu'on arpente les rues de Studio City à la recherche d'indices, les enquêteurs se penchent sur leur mariage. Au vu de leur relation, il avait clairement un mobile. C'était un simulacre de mariage. Ils ne couchaient jamais ensemble et le jour du mariage, Blake se moquait d'elle avec ses amis. C'était un mariage confidentiel. Et même le certificat était confidentiel. Il a tout fait pour éviter que cette relation soit rendue publique. En interrogeant Blake et ses associés, les policiers découvrent que Beckley avait effectivement ciblé Blake pour l'épouser. Bonnie avait clairement dit qu'elle voulait se marier avec une célébrité, qu'elle voulait vivre la vie des stars, qu'elle voulait faire partie de Hollywood. Elle a eu des liaisons avec plusieurs célébrités âgées, comme Dean Martin ou Frankie Valli. Elle disait avoir eu un bébé de Jerry Lee Lewis. Son but avoué était d'épouser un homme célèbre. Et Robert Blake était célèbre depuis l'âge de 6 ans. Robert Blake a débuté dans la série Les Petites Canailles. C'était un pur produit d'Hollywood, et c'était une vraie petite canaille. Mais la vie n'a pas été douce avec le jeune Bobby Blake. Il était seul à subvenir aux besoins de sa famille, et son père lui en voulait pour ça. Il dit avoir été maltraité par ses parents, sur le plan mental, physique et sexuel. Il raconte que son père l'enfermait dans un placard et que sa mère ne l'a jamais protégé. Pendant les décennies qui suivent, Blake devient un acteur renommé. C'était un artiste exceptionnel. Il a atteint des sommets en interprétant ce personnage. Dans le chef-d'œuvre de Truman Capote, De sang-froid, sa prestation est remarquable. Lorsqu'il est choisi pour le rôle de Perry Smith par le réalisateur Richard Brooks et adoubé par Capote lui-même, c'est le plus grand moment de sa carrière et sûrement de sa vie. Lorsqu'il participait à un casting pour le rôle d'un tueur, il disait ceci: « Dans la vie, il faut essayer de faire le bon choix. Mais je comprends que quelqu'un puisse faire le choix de tuer. » La première fois que j'ai rencontré Robert Blake, c'était chez Natalie Wood à Beverly Hills. Ils se connaissaient depuis l'enfance lorsque tous les deux étaient enfants acteurs. Nathalie était fidèle en amitié et c'était une des rares personnes qui invitait encore Blake à ses fêtes. Son rôle le plus connu, c'est celui de Tony Barretta, ce flic qui vivait avec son perroquet dans un hôtel délabré. Stephen Cannell est l'auteur et le producteur de Barretta, la série télé qui va faire décoller la carrière de Blake et pour laquelle il va remporter un Emmy Award. J'avais créé ce flic au bout du rouleau et émotionnellement instable, et à l'époque, il n'y avait aucun personnage de ce genre à la télé. Et je me suis dit, si on a le feu vert, ça pourrait devenir la meilleure série de tous les temps. Tout comme son personnage, Blake a la réputation d'être imprudent et imprévisible. Et il lui arrive parfois de dépasser les bornes. On l'a vu tenir des propos scandaleux dans l'émission de Johnny Carson. C'était un iconoclaste. Il ne voulait pas entrer dans le moule hollywoodien. Et ça a beaucoup nui à sa carrière. Il aimait bien se donner une image de gros dur du genre « Si vous me cherchez, vous allez me trouver ». Mais je n'ai jamais pensé qu'il était vraiment comme ça. Cela peut sembler paradoxal qu'un dur à cuire comme Robert Blake tombe dans le piège d'une croqueuse de stars comme Bonnie Beckley. Cette mère de 4 enfants vit dans l'Arkansas, mais elle vient régulièrement à Los Angeles, prend une chambre dans un hôtel près des studios Universal, et dès qu'un homme présente un soupçon de célébrité, elle tente de mettre son grappin dessus.
Bonnie Lee Beckley a trouvé son bonheur dans un club de jazz en 1999, lors de l'anniversaire de Chuck McCann, un acteur et ami de Robert Blake. C'est ce soir-là qu'elle a rencontré Blake. Ils avaient l'air de bien s'entendre. Blake a couché avec Bonnie dans sa voiture, sur le parking du club de jazz. Et tout le monde était scandalisé. Cette fille est une vraie traînée. Mais personne n'a rien dit à propos de Robert Blake. Elle n'était pas seule dans cette voiture. Son but était de mettre le grappin sur une célébrité et de l'épouser. Et là, clairement, elle était près du but. Et quand on enquête sur son passé, on se dit que ce jour-là, elle a tout fait pour tomber enceinte. Blake est furieux. Beckley lui avait dit qu'elle prenait la pilule. À cette époque-là, Beckley enregistrait secrètement leur conversation. Your period ended on August the 20th, and we're out here on the exact day that you were supposed to. You're wrong about that. Not because you want to be with me. It has something to do with some crazy that's going on in your head, that you want Robert Blake's baby for whatever weird, twisted reason, and that's all on you, baby, and you have to live with that. You schemed this whole thing. Il lui a proposé 200 000 $, mais elle a refusé. Elle ne voulait pas de cet argent. Lorsqu'elle accouche dans l'Arkansas, Bonnie déclare que le père n'est autre que le fils de Marlon Brando, Christian, qu'elle fréquente depuis qu'elle a rencontré Blake. Quand on regarde une photo du bébé, on voit bien que c'est la fille de Robert Blake. Et la première fois qu'il a vu une photo de son enfant, tout a changé dans son esprit. Les amis de Blake racontent que l'instinct paternel a pris le dessus et qu'il est immédiatement tombé sous le charme. Un test ADN a prouvé que M. Blake était bien le père. Mais avant cela, personne n'était sûr de rien parce qu'elle les trompait tous les deux. Les enquêteurs découvrent que Blake était déterminé à sauver Rosie de cette femme qu'il considérait comme gravement dérangée. Bonnie Lee Beckley vivait à Little Rock, dans l'Arkansas, et elle était en liberté surveillée. Elle avait été condamnée pour fraude à la carte bancaire, fraude à l'assurance maladie et pour usage d'un faux permis de conduire. Il s'est donc mis en tête de protéger le bébé. Blake fait venir Bonnie à Los Angeles en prétextant une réconciliation. Il demande à son assistante de se faire passer pour une nounou. Bonnie accepte de laisser son bébé à la fausse nounou pendant qu'ils vont déjeuner. Pendant leur repas, des amis de Blake se font passer pour des policiers et lui disent « Vous ne devriez pas être ici, c'est une violation de liberté surveillée. Vous devez retourner dans l'Arkansas, madame. » Le plan de Blake fonctionne, mais pas pour longtemps. L'agent de probation a autorisé Bonnie à aller récupérer son bébé. Elle s'est présentée à la police de Los Angeles pour signaler un kidnapping, et c'est là qu'elle a eu l'idée du mariage. Blake n'a pas d'autre choix. Il est piégé. Ils ont signé un accord. S'il l'épousait, elle abandonnait les accusations de kidnapping. Le mariage a lieu en novembre 2000. Après avoir fini de purger sa peine dans l'Arkansas, Bonnie emménage dans la chambre d'invité de Blake. Mais selon ses amis et sa famille, elle ne s'est jamais sentie la bienvenue. Il était cruel et elle avait peur de lui. Elle se doutait qu'on allait essayer de la tuer et que Robert Blake serait le premier à le faire. Elle disait que si jamais elle était assassinée, elle deviendrait la célébrité qu'elle avait toujours rêvé d'être. Pour le public, c'était clairement lui le tueur. Et Bonnie Beckley était l'épouse dont il avait voulu se débarrasser. C'est l'idée qui était véhiculée par la police et par les autorités. Mais le camp de Blake accuse la police et les médias d'avoir porté un jugement hâtif. Tout le monde voulait que Robert Blake soit coupable parce que ça ressemblait à une nouvelle affaire O.J. Simpson. Et on sait que cette affaire-là a fait décoller les audiences des chaînes d'information.
Rien ne prouvait que Robert avait appuyé sur la détente, qu'il avait tué cette femme. Il n'y avait aucune preuve, absolument aucune. 3 jours après le meurtre, alors que le public veut la tête de Robert Blake, les policiers font une déclaration fracassante. Ils ont trouvé l'arme qui a tué Bonnie Beckley, et ce n'est pas celle de Blake. L'affaire Blake devient alors passionnante. Au moment même où on pense savoir ce qui s'est passé, surprise, on a droit à un nouveau rebondissement. Le lendemain de la mort de Bonnie Beckley, dans une rue calme de Studio City, les enquêteurs pensent avoir découvert l'arme du crime. Après le meurtre, les policiers ont fouillé une grosse benne à ordures qui se trouvait juste à côté de l'endroit où Robert Blake avait garé sa voiture. Au fond de la benne, ils retrouvent un pistolet Walter semi-automatique 9 mm, le même calibre que celui qui a servi au meurtre. Le meurtrier, après avoir tiré, a versé de l'huile sur le pistolet et l'a jeté dans la benne. Et si vous enlevez l'huile, vous enlevez les empreintes. Mais un détail cloche. Pourquoi jeter l'arme sur le lieu du crime? Justement parce que vous voulez que la police la retrouve. Le tueur savait que l'arme serait impossible à identifier. Tous les tests imaginables ont été effectués par des experts et aucun n'a pu relier M. Blake à l'arme du crime. Les policiers se présentent à la maison de campagne de Blake, le ranch Matahari, avec un mandat de perquisition en main. Ils passent la résidence au peigne fin et repartent avec des habits et des archives de Blake. Ils ont fouillé la maison et ils ont pris tout ce qui pouvait être utilisé contre Robert. Mais curieusement, les affaires de Bonnie n'intéressent pas les policiers. C'est mon enquêteur, Scott Ross, qui a récupéré toutes les affaires de Bonnie Beckley. En parcourant les dossiers de Bonnie, on découvre de nombreuses affaires d'escroquerie sordides en tout genre. On a sorti une vingtaine de classeurs remplis de... appelons ça de la contrebande. Ces lettres, ces dossiers, ces documents. On savait qu'elle avait 2 visages, qu'il y avait une autre Bonnie Beckley. Elle avait escroqué beaucoup de monde, elle avait mis en place toute une série d'arnaques. Elle avait créé une société incroyable qui avait pour seul but de soutirer de l'argent à des hommes seuls et âgés. En temps normal, je défends plutôt les victimes, mais difficile de faire plus antipathique que Bonnie. J'imagine que j'aurais détesté cette femme autant que Robert Blake. Et en creusant le passé de Bonnie, les enquêteurs vont aller de surprise en surprise. Des journaux et des magazines de tous les États-Unis, elle publiait des photos d'elle dans des poses salaces. Et des hommes un peu naïfs voyaient ces petites annonces avec cette femme sexy et dévêtue. Et ils lui écrivaient des lettres. Et très vite, elle leur répondait et ils dialoguaient par courrier ou par téléphone. Il y avait 8 niveaux dans son arnaque. Le premier était « Salut, voilà qui je suis, envoie-moi de l'argent, je t'enverrai des photos. » Et le 8e était « Mets-moi dans ton testament. » Pendant près de 20 ans, Bonnie va escroquer des milliers d'hommes grâce à ses petites annonces. Certains à hauteur de 20 $, d'autres à hauteur de centaines de milliers de dollars en liquide ou en biens. On a découvert que Bonnie s'était mariée 16 fois. Et aucun de ces mariages ne s'est terminé par un divorce. C'était une personne totalement amorale. Il y a même quelques cas douteux où les hommes sont morts très rapidement et où elle a hérité de leur propriété. Pendant que les policiers cherchent des preuves contre Blake et que les médias s'acharnent sur l'acteur, l'équipe d'enquêteurs et d'avocats embauchés par Blake tente de braquer les projecteurs sur Bonnie. Quand on voit la vie qu'elle a menée, on se dit qu'elle devait avoir des ennemis dans tout le pays. Cette femme a un passé tellement honteux qu'il y a forcément des gens qui la détestent et qui ont un mobile pour la tuer. Harlan Brown, l'avocat de Blake, déclenche un véritable tollé en dévoilant à la presse le casier judiciaire de Bonnie. Il voulait la dépeindre non seulement comme quelqu'un d'antipathique, mais aussi comme quelqu'un qui l'a plus ou moins mérité. On nous a reproché, et à Harlan en particulier, de l'avoir accablée alors que son corps n'était pas encore froid.
Ce qu'a fait Harland Braun était écœurant. Il a insulté une mère de 4 enfants après sa mort. Le problème, c'est qu'on n'a accablé personne. Elle était vraiment comme ça. Parmi les heures de conversation téléphonique enregistrées par Bonnie, on repère un message de son ex-amant, Christian Brando. Christian Brando était le fils de Marlon Brando. Un jeune homme très séduisant, qui a eu une vie très difficile. Il a passé plusieurs années en prison, après avoir plaidé coupable pour l'homicide involontaire du petit ami de sa sœur. Dans cet enregistrement réalisé avant la mort de Bonnie, Brando lui adresse un message prophétique. Christian Brando lui a dit que si elle continuait comme ça, quelqu'un allait lui mettre une balle dans la tête. Il a dit que ce ne serait pas lui, mais il l'avait prédit. Je crois qu'elle l'a pris au sérieux. Dans les dernières semaines de sa vie, elle croyait vraiment qu'un jour, un de ces hommes serait capable de la tuer. Blake raconte que peu après avoir emménagé avec Bonnie, un homme étrange a commencé à rôder autour de sa maison. Il avait surnommé cet homme Crâne d'œuf à cause de sa coupe de cheveux. D'après Robert, cet homme n'est apparu qu'à partir du moment où Bonnie a emménagé chez lui. Un soir, Robert a vu un véhicule devant sa maison et il s'est approché de Crâne d'œuf avec une lampe torche. Dès qu'il a allumé la lampe, Crâne d'œuf est parti. On a enquêté sur cette affaire et on a conclu que ce monsieur Crâne d'œuf, comme on l'appelait, cherchait effectivement Bonnie Beckley. Les enquêteurs embauchés par Blake cherchent ce Crâne d'œuf ou n'importe quel autre suspect. Mais ils ne trouvent rien. Ni leur enquête, ni celle de la police de Los Angeles ne semblent avancer. Pendant presque un an, l'enquête est au point mort. Et là, comme dans n'importe quel bon polar, un témoin surprise sort de nulle part. Et son histoire va en surprendre plus d'un. Quelques mois après le meurtre de Bonnie Beckley, son célèbre mari semble tiré d'affaire. Mais sans qu'on s'y attende, Gary McLarty, un ancien cascadeur, dit à la police qu'il ne peut plus cacher la vérité. Il affirme que Robert Blake lui a demandé de tuer sa femme. Gary McLarty était un cascadeur qui connaissait Robert Blake depuis plus de 30 ans. McLarty raconte qu'après avoir déjeuné au restaurant, Blake l'a invité chez lui. Robert Blake lui a montré plusieurs choses, dont le business de Bonnie, des photos d'autres femmes, etc. Et il a dit, c'est cette femme qui essaie de m'arnaquer. Voilà ce qu'elle fait. Voilà ce qui va arriver à mon bébé. Et selon McLarty, Blake lui a tenu ses propos. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas la flinguer. Il n'a jamais dit « je veux que tu la tues ». Il a utilisé des mots comme flinguer, dégommer, nettoyer. Mais McLarty avait bien compris ce qu'on lui demandait de faire. Elle dort dans la chambre d'invité. Je laisserai la porte ouverte et je veux que tu entres et que tu la flingues. Ou que tu la dégommes. Ou ce genre de phrase qu'il prononçait dans Barretta. Il a fini par dire à Blake, pas question, cette femme ne m'a rien fait. Et ils n'en ont jamais plus reparlé. McLarty n'est pas le seul cascadeur qui a quelque chose à dévoiler. Un autre associé de Blake, Ronald Duffy Embleton, révèle une proposition similaire. Ils ont partagé un petit déjeuner et Robert Blake lui a clairement dit « Je veux que tu tues ma femme ». C'était tellement direct que Duffy s'est inquiété qu'il tienne de tels propos à haute voix. Quand une affaire concerne une célébrité, tout un tas de cinglés se manifestent pour essayer d'obtenir leur quart d'heure de célébrité. Mais ces deux cascadeurs n'ont pas l'air de blaguer. Et tout le monde sait que leur témoignage pourrait peser lourd dans le procès. Embleton raconte qu'il a discuté avec Blake de différents scénarios de meurtre. Et Blake lui aurait parlé d'un plan où le couple irait manger au restaurant et où Blake laisserait sa femme dans la voiture pendant quelques instants. Et à ce moment-là, Embleton pourrait venir la tuer. Embleton dit à la police qu'il a accepté le plan de Blake, mais qu'il s'est senti incapable de passer à l'acte.
Les policiers lui demandent de fournir des preuves et il leur parle d'une carte téléphonique prépayée achetée par Blake. Ils ont acheté cette carte dans un supermarché en pensant que leurs appels seraient impossibles à localiser. Et l'idée était que Blake appellerait toujours Duffy avec cette carte pour que personne ne puisse faire le lien entre deux. Duffy a emmené les policiers dans ce supermarché. Ils ont cherché le reçu et c'était bien Robert Blake qui avait payé cette carte. Les policiers examinent les listings téléphoniques et découvrent que la carte a été utilisée des dizaines de fois pour appeler McLarty et Hambleton. La question est, pourquoi Robert Blake n'a utilisé ni sa ligne fixe, ni son téléphone portable? Pourquoi Robert Blake appelle ses cascadeurs avec une carte prépayée? Il a passé 120 appels avec la carte, une centaine à Duffy et une vingtaine à Gary McLarty, et personne d'autre. Les appels s'arrêtent le jour du meurtre, et le dernier appel date du matin du meurtre. C'est une preuve accablante, mais les enquêteurs savent que cela ne suffira pas pour garantir une condamnation. Hambleton leur offre alors un autre tuyau. Duffy Hambleton a recommandé à Robert Blake de commencer à lui retirer de l'argent. Et l'idée était d'effectuer plusieurs retraits dans différentes banques. Les enquêteurs décident de suivre cette piste. Blake a commencé à faire des retraits de 5 000 $ en billets de 100 entre octobre 2000 et mars 2001. Et la banque a commencé à s'inquiéter. Ils ont cherché à savoir pourquoi il faisait tous ces retraits. Les 100 000 $ qu'il a retirés avant le meurtre n'ont jamais été retrouvés. Est-ce qu'il les a donnés aux personnes qu'il a sollicitées pour le meurtre? On ne le saura jamais. Les enquêteurs obtiennent un autre témoignage compromettant. La première épouse de Blake, Sandra Kerr, révèle un fait qui pourrait bien sceller le sort de Blake. Elle a dit qu'un jour, Blake lui avait tiré dessus. On a aussi appris qu'un jour, il avait mis une arme dans la bouche de sa femme et qu'il avait menacé de lui faire exploser la cervelle si elle ne lui donnait pas la garde des enfants. Elle l'a décrit comme un dangereux menteur. Il y avait beaucoup de similarités entre l'histoire de Sandra Blake et ce qui s'est passé avec Bonnie Lee Beckley. En avril 2002, près d'un an après la mort de Bonnie, Robert Blake est arrêté. Et le jour de l'arrestation, Parks, le chef de la police, a déclaré que le crime était résolu. The LAPD case has developed both physical and significant circumstantial evidence that Robert Blake killed Bonnie Lee Beckley. Pendant son incarcération, Blake, âgé de 69 ans, prend un sérieux coup de vieux. Ses cheveux, autrefois teints en noir, deviennent blancs et il perd un poids considérable. Son visage est profondément marqué. Tragique est le premier mot qui vient à l'esprit pour décrire son apparence. Après près d'un an passé derrière les barreaux, la silhouette de Blake réapparaît lors d'une audience préliminaire. Et ses avocats n'y vont pas de main morte. C'était une audience préliminaire exceptionnelle, parce que l'accusation a décidé de présenter la plupart de ses témoins, ce qu'elle ne fait pas habituellement. Alors j'ai choisi de malmener les témoins pendant l'audience préliminaire, comme si c'était le procès. Il leur a fait subir un contre-interrogatoire et il a remis en doute leur crédibilité. Il a aussi installé le doute concernant l'identité du tueur de Bonnie Beckley. Cette tactique agressive fonctionne. C'est du jamais vu. Normalement, lors de ce type de procès, personne n'est libéré sous caution. Et dans l'histoire de la Californie, il n'y avait jamais eu de libération sous caution après objection de l'accusation. Un homme suspecté de meurtre en semi-liberté? Normal. On est à Los Angeles. N'oubliez pas, à Los Angeles, les règles du jeu ne sont pas les mêmes si vous êtes une célébrité. J'avais vraiment hâte de voir ce que nous réservait le procès. Plus de 3 ans après le meurtre, le procès de Robert Blake débute enfin. L'accusation sait que le combat sera rude. Non seulement l'accusé est une célébrité,
mais sa fortune lui a permis de s'offrir la meilleure équipe d'avocats du pays. Quand vous pouvez vous payer une équipe d'avocats et d'enquêteurs, vous partez avec un avantage certain. Mais l'État de Californie réplique. La procureure Shelley Samuels a été sans pitié et elle s'est acharnée sur Blake dès le départ. Elle voulait montrer que Blake, en tant qu'acteur, avait échoué dans son rôle le plus important, faire comme s'il ne l'avait pas tué. Now what happened was the defendant overestimated his acting abilities. They didn't buy it. The people on the street didn't buy it. People in the restaurant didn't buy it. Wailing, my wife, my wife. Now that you all know the background of this relationship, would you buy it? Cependant, certains points posent de gros problèmes à l'accusation. Par exemple, comment Blake a-t-il pu commettre un meurtre et dissimuler les preuves en moins de 10 minutes? En très peu de temps, il aurait fallu qu'il l'accompagne jusqu'à la voiture, qu'il la tue, qu'il recouvre le Walter P38 de cette huile de moteur pour supprimer les empreintes, qu'il le jette dans la benne, qu'il se débarrasse de cette substance huileuse et des taches de sang sur lui et sur ses habits, et qu'il prévienne un voisin pour qu'il appelle les urgences. La défense soutient qu'une autre personne a forcément appuyé sur la détente. He was carrying a weapon to protect Ms. Blakely because of her somewhat unsavory past. La défense parvient aussi à décrédibiliser les deux principaux témoins à charge, Duffy Hambleton et Gary McClarty, les cascadeurs qui prétendent que Blake leur a demandé de tuer Bonnie. Lors de leur témoignage, Duffy Hambleton et Gary McClarty ont avoué avoir abusé de la cocaïne et de la méthamphétamine. McClarty a même fait un séjour dans un établissement psychiatrique. À la barre, il a admis qu'il avait des accès de paranoïa et qu'il croyait savoir lire dans les pensées. Spécialisée dans les affaires de gang, la procureure Shelley Samuels arrive à ce procès avec un palmarès impressionnant. 68 condamnations en autant de procès. Mais son attitude agressive semble agacer les jurés. On va même voir certains d'entre eux lui faire des grimaces dans son dos. Detective Coffey was suspicious from minute one. She says she's paranoid. He tells her she's paranoid and he leaves her on that dark street by herself. That's bull. Le dernier espoir de l'accusation est le résidu de poudre retrouvé sur les vêtements de Blake après le meurtre. Ils ont retrouvé des particules de poudre sur ses habits, sur ses bottes et sur ses chaussettes. Mais la défense parvient à retourner cette preuve contre l'accusation. Si quelqu'un est habituellement armé, il est inutile de faire ce type de test, parce que si cette personne a l'habitude d'être en contact avec une arme, il y aura forcément des résidus de poudre sur elle ou sur ses vêtements. Robert rangeait la majorité de ses armes, je crois qu'il en avait 10 dans ses tiroirs, avec ses habits dans différentes pièces. Pendant un procès qui durera 3 mois, Blake ne viendra jamais à la barre. Après 9 jours de délibération, le jury peut rendre son verdict. We, the jury in the above entitled action, find the defendant, Robert Blake, not guilty of the crime of first-degree murder of Bonnie Lee Bakley. À l'extérieur du tribunal, Blake donne une conférence de presse improvisée pendant laquelle il coupe son bracelet électronique et le brandit en signe de victoire. Et j'ai dit, j'espère effacer ce sourire. Et les journaux ont titré, l'avocat de la victime promet d'effacer le sourire de Blake. Et nous étions vraiment déterminés. Je lui en voulais tellement. Il y a une grande différence entre vouloir sa mort, vouloir que quelqu'un la tue et appuyer sur la détente. Mais il reste une dernière bataille à livrer. La famille de Bonnie annonce qu'elle va porter plainte au civil. Et cette fois, Blake devra se présenter à la barre. En septembre 2005, le procès civil de Robert Blake débute à Burbank, en Californie. Sur bien des aspects, ce procès a été beaucoup plus intéressant que le procès pénal. Lors d'un procès civil, les jurés doivent seulement être convaincus à 51% que l'accusé est responsable pour donner raison au plaignant.
Et contrairement aux procédures pénales, l'accusé est tenu de venir à la barre. Je craignais de voir arriver un Barretta ou un Robert Blake charmant, ce qu'il sait faire à merveille. Au lieu de cela, Blake craque complètement. Il a passé 8 jours à la barre. Et ça a été la confrontation la plus terrible qu'on ait jamais vue dans un tribunal. Il était furieux. Il traitait Eric Dubin, l'avocat de la plaignante, de menteur et de tricheur. Et il a proféré des menaces alors qu'il était à la barre. Enfin, Dubin pose la question qui est sur toutes les lèvres. J'ai dit, avez-vous tué votre femme? Et Robert Blake m'a jeté un regard glacial. Je l'ai fixé et je lui ai dit, si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant. Et là, il m'a foncé dessus pour me frapper. Il y avait 4 avocats entre lui et moi qui ont réussi à le contenir et à l'empêcher de m'atteindre. Malheureusement pour Blake, les jurés semblent le haïr. Et leur verdict reflète cette haine. Le jury a estimé que Robert Blake avait tué sa femme et que Bonnie était une mère aimante. Et ils ont accordé aux enfants une indemnité de 30 millions de dollars. Les chances de voir un jour cet argent sont proches de zéro. Mais pour la famille de Bonnie, cela reste une victoire. Je trouve ça ironique que Bonnie ait connu la renommée et la célébrité à sa mort. Je pense vraiment que c'était son rêve. Elle savait que ça allait arriver et je crois vraiment qu'elle était prête à mourir pour ça. Quant à Blake, il a échangé la célébrité contre l'obscurité. I'm going to go out and do a little cowboy. You know what that is? No, you don't know what that is. You just let the air blow in your hair and you wind up in some little bar in Arizona someplace. You shoot one-handed 9-ball with some 90-year-old Portuguese woman that beats the hell out of you. And the next day you wind up in a park someplace playing chess with somebody. J'ai entendu dire que Robert était devenu ouvrier agricole. Il a dit récemment qu'il était totalement ruiné, qu'il n'avait plus un radis. C'est probable, puisque lui a coûté toute cette procédure. J'ai ressenti de la tristesse en revenant sur la vie de Robert Blake. J'avais envie de le prendre dans mes bras et de lui dire « Ça va aller, Bobby ». Mais je ne l'ai pas fait, parce que je savais que ce n'était pas vrai. C'était Dominique Dunne. Merci de nous avoir suivis.